J'étais concentrée à revoir les données du 3e trimestre quand mon ordinateur portable a émis un bip annonçant un appel vidéo. Wexler Home clignotait à l'écran comme un signal d'alerte. J'ai hésité, puis j'ai cliqué sur accepter. Le visage de ma mère a rempli l'écran, littéralement rayonnant. Léona, ma chérie, nous avons une merveilleuse nouvelle, a-t-elle chantonné. Cette voix, ce ton. Cela voulait toujours dire que j'allais perdre quelque chose. Je me suis reculée sur ma chaise, tapotant mon stylo contre le bureau. Qu'est-ce qui se passe? Papa est apparu à côté d'elle, souriant comme un homme qui vient de gagner au loto. Tu sais à quel point Brun était stressé à propos du mariage? Tout est réglé maintenant. Oh, ai-je dit prudemment. Maman a joint les mains avec enthousiasme. On a vendu ta maison au bord du lac. La pièce a semblé basculer. Vous avez fait quoi? Ta maison au bord du lac, a-t-elle répété, comme si je n'avais pas entendu. On a reçu une offre incroyable au-dessus du prix demandé et c'est parfait. On a viré la compte pour la salle de réception ce matin. N'est-ce pas fantastique? Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier. C'était ma paix. Mon espace. C'était à moi. Tu ne l'utilisais même pas, a ajouté papa. Elle restait vide depuis des années. Je travaillais, papa. À Boston. Je n'étais pas en vacances. Exactement, a chantonné maman. Alors pourquoi laisser une maison entière se perdre? Brun mérite un mariage magnifique, et grâce à ça, elle va avoir tout ce dont elle rêvait. C'est ton cadeau pour elle. Quelque chose s'est serré et verrouillé dans ma poitrine. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire. Maman a applaudi. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si généreuse. Brun va être ravi, a ajouté papa. Elle l'est déjà, a répondu maman. Elle a choisi sa robe hier. Attends de la voir, c'est de la soie italienne, cousu main. Il continuait à parler, souriant comme si on planifiait des vacances, et non en train de déchiqueter ma vie. Je les regardais, leur visage rempli de joie, totalement inconscient. Bref, dit maman en ajustant la caméra, on voulait juste partager cette bonne nouvelle. On t'aime, ma chérie. Je vous aime, ai-je répondu avec mon calme bien rodé, avant de mettre fin à l'appel. Le silence qui a suivi était plus fort que tout ce qu'ils avaient dit. J'ai refermé mon ordinateur portable et attrapé mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne que je devais appeler. J'ai acheté cette maison au bord du lac à 28 ans. Seul. Sans co-emprunteur. Sans félicitations de la famille. Juste moi, un avocat immobilier et un banquier qui m'appelait, monsieur, dans le fil de mai. Elle se trouvait dans un coin tranquille du lac Champlain, avec un large porche et un quai qui s'avançait comme un menton obstiné. Je l'avais meublé lentement des livres d'occasion, un vieux fauteuil, des couvertures tissées à la main par un artisan du Vermont qui n'a jamais retenu mon prénom. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi un espace à l'abri de la culpabilité, des attentes et des apparences. Je n'en ai même pas parlé à ma famille avant 6 mois, et quand je l'ai fait, ma mère n'a même pas levé les yeux de ses mots croisés. Ça doit être sympa, avait-elle dit. Ce mois-là a été le premier où j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison. Au début, c'était subtil, $300 ici, un paiement de carte là, la facture de scolarité de Brun, le chauffe-eau, le leasing de la voiture de papa. La deuxième année, c'était devenu automatique, programmé, aseptisé à travers des comptes intermédiaires et des virements en ligne. Je n'en parlais jamais. Ils ne demandaient jamais d'où venait l'argent. C'était plus simple ainsi, pour eux. À un moment donné, j'ai cessé de compter. J'ai aussi cessé de visiter la maison. C'était moins douloureux de l'imaginer intacte et silencieuse que d'y revenir et la trouver remplie des besoins des autres. Mais une chose que je n'avais pas oubliée, que je ne pouvais pas oublier, c'était ce que j'avais fait 18 mois après l'achat. J'avais transféré le titre de propriété à une société écran que j'avais créée pendant mes études de master, Wexmont Holdings. Elle était restée inactive jusqu'à ce que je lui donne un but. Personne d'autre n'était au courant, pas même Nathalie. Je ne l'ai pas fait parce que je m'attendais à ce qu'ils me volent. Je l'ai fait parce qu'au fond, je savais qu'ils en seraient capables. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le disque chiffré. Tout y était: l'acte d'origine, les documents de transfert, les déclarations fiscales. Une police d'assurance discrète, cachée en plein jour. Puis j'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Léona. Eh ben, ça faisait un bail. J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Quelque chose de légal. Et de gros.
Elle n'a pas hésité une seconde. Je t'écoute. Je crois que mes parents viennent de vendre une maison, qu'ils ne possédaient pas. Un silence. Tu peux répéter ça? Je lui ai tout expliqué, comment ils m'avaient appelé ce matin-là, rayonnant comme s'ils avaient gagné au loto, m'annonçant fièrement qu'ils avaient vendu ma maison au bord du lac pour financer le mariage de Brun. Et comment ils en parlaient comme si je devais en être fière. Et voilà le truc, ai-je ajouté en ouvrant le PDF à l'écran. Ils n'ont pas vendu ma maison. Ils ont vendu un bien appartenant à Wexmont Holdings. Ta société écran, dit Nathalie, sa voix se tendant. Celle qu'on a créée ensemble. Exactement. J'ai transféré l'acte de propriété il y a des années. Je viens de vérifier, il est toujours au nom de Wexmont. Ils ont falsifié ma signature sur les documents de vente. Putain, Léona. Ils ont toujours su où était la clé, où étaient les papiers. Je leur ai trop fait confiance. Tu leur as tout donné, corrigea-t-elle. Et ils s'en sont servis pour commettre une fraude pénale. J'ai expiré lentement. Ce mot rend les choses réelles. C'est réel. Et s'ils ont encaissé le chèque, c'est traçable. J'ai réduit les fichiers de propriété et me suis reculée sur ma chaise. J'ai une chance, tu penses? Nathalie a ricané, amère. Tu n'as pas juste une chance. Tu as une bombe nucléaire. Falsification de signature, fausse déclaration, vol d'actifs d'entreprise. Ce n'est pas juste une dispute de famille, Léona. C'est criminel. J'ai fixé l'écran, regardant les visages souriants de mes parents figés dans la miniature de l'appel. Ils pensaient d'avoir réussi un coup. Ils pensaient que je hocherais la tête, que j'enverrais un cadeau, peut-être que je paierais même l'orchestre. Je leur envoie de l'argent depuis des années, ai-je dit à voix basse. Hypothèque, carte de crédit, prêt de Brun. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste qu'ils ne coulent pas. La voix de Nathalie s'adoucit. Et pourtant, ils ont fini par t'entraîner avec eux. J'aurais dû les couper. Tu as essayé. Tu t'es acheté une île. Ils sont juste venus à la nage te rejoindre. Je n'ai pas répondu. Je rédigeais déjà les papiers dans ma tête. Ma main ne tremblait pas. Pas cette fois. Laisse-moi deviner, dit Nathalie. Tu ne m'appelles pas juste pour te défouler. Non, dis-je. Je t'appelle pour me battre. Le modèle était déjà dans les fichiers de Nathalie. On l'a modifié, changé les noms, les dates, l'idée du bien immobilier, puis on l'a fait relire par le conseiller juridique de Wexmont. Moins de 48 heures plus tard, un avis de saisie était prêt, notarié et envoyé en courrier recommandé à la porte de mes parents. Pas de menace. Pas d'explication. Juste les faits, la vente n'était pas autorisée. L'acheteur avait été trompé. Tous les fonds étaient gelés en attente d'une enquête judiciaire. Wexmont Holdings faisait valoir ses droits. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas rappelé. À la place, j'ai ouvert notre ancien groupe familial, celui que j'avais mis en sourdine depuis plus d'1 an, et j'ai envoyé un seul message. Vérifiez votre courrier. C'était tout. Ensuite, j'ai fermé l'application, refermé mon ordinateur portable et préparé du thé. J'ai attendu dans le calme de mon appartement, le seul bruit étant le tintement de la cuillère contre la porcelaine. Le silence était tranchant, mais pas vide. Il voulait que je sois discrète, obéissante, la silhouette de fond qui paie les factures. Alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient, un silence qu'ils ne sauraient pas gérer. Le matin venu, 3 messages clignotaient sur mon écran. De maman. Chérie, il s'est passé quelque chose? Le facteur a déposé un courrier étrange. De papa. Il faut qu'on parle, Léona. Et de Brun. C'est à cause de ta stupide maison, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je les ai tous transférés à Nathalie. Elle a répondu 2 minutes plus tard. Il panique. Parfait. J'ai posé mon téléphone face contre la table et regardé la ligne d'horizon grise de Boston. Je n'avais pas encore gagné, mais quelque chose avait changé. Pour une fois, je n'étais pas celle qui attendait d'être pardonnée. Je n'étais pas celle qui nettoyait les dégâts des autres. Cette fois, c'était à eux de sentir ce que c'est que de se retrouver pris dans une tempête invisible. Le premier email de Destiny est arrivé à 6h42. Objet, problème de paiement urgent mariage Gilmore. Elle était polie au début, presque désolée. Bonjour Léona, je fais un suivi concernant plusieurs paiements refusés pour l'événement à venir. Le lieu demande une confirmation immédiate, et le fleuriste réclame un nouvel acompte. Quelqu'un de votre famille pourrait-il m'appeler?
Je n'ai pas répondu. À midi, 5 autres emails avaient suivi. Le ton avait changé. Le désespoir transparaissait dans chaque ligne. Le groupe demande un paiement en espèces à l'avance. Le Grand Vista dit qu'il libérera la date si personne ne répond sous 48 heures. Merci de me tenir informé rapidement. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et les ai transférés à Nathalie. Elle a répondu avec un simple signe pouce vers le haut. Pendant ce temps, Brun postait des selfies de futurs mariés comme si tout allait bien. Son Instagram était un compte à rebours pastel vers le mariage, peignoir en dentelle, mains manucurées, coupe de champagne sur orteils pédicurés. Les derniers essayages avant le grand jour. Trop hâte d'épouser mon prince de cœur #béni #radieuse. Les commentaires étaient remplis d'émojis cœur et de « Gaulle ». Aucun de ses abonnés ne savait que l'échec était refusé ni que le quatuor à cordes n'avait pas confirmé. L'illusion tenait encore, mais je voyais déjà les fissures. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin et lu le dernier message de Destiny. Celui-là était marqué. Urge réponse requise. Bonjour Léona, j'ai reçu des avertissements de cette prestataire concernant des annulations imminentes. J'ai essayé de contacter vos parents, sans succès. J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe. Je vous en prie, mon nom figure sur certains de ces contrats. Ma réputation est en jeu. Je n'ai toujours rien dit. Ils avaient bâti cette fantaisie avec de l'argent qui ne leur appartenait pas, sur une maison qui n'était pas à eux, et sur l'idée que je resterais silencieuse à jamais. Mais le silence ne veut pas dire soumission. J'ai rempli un autre verre et ouvert le fichier que Nathalie m'avait envoyé, les papiers officiels de l'injonction, prêts à être déposés le lendemain. Ce n'était plus un avertissement. C'était le début de l'effondrement. À 9h15, Nathalie avait déposé l'injonction. Le greffier a confirmé la réception. Le juge assigné à notre dossier avait la réputation d'être rapide, et en quelques heures, une ordonnance de suspension temporaire fut émise. La vente fut gelée. Tous les fonds, signalés pour fraude. Le statut juridique de Wexmont Holdings était désormais officiel. Mes parents n'avaient pas simplement vendu une maison, ils avaient tenté de blanchir un bien volé, en toute impunité. Je n'avais pas besoin de l'annoncer. L'avalanche s'était déclenchée toute seule. En fin d'après-midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Le groupe familial, silencieux depuis des mois, s'est illuminé comme une fusée. Maman. Chérie, il y a un souci avec la banque. Tu peux regarder? Papa. Léona? On reçoit des appels étranges du notaire. Brun. Qu'est-ce que t'as fait? Je n'ai pas répondu. Puis les appels ont commencé. 10 appels manqués en moins de 30 minutes. J'ai mis le groupe en sourdine et retourné mon téléphone sur le comptoir. Qu'il panique. Qu'il devine. J'ai ouvert mon ordinateur pour trouver un email de l'officier d'entièrement, en copie avec mon avocate. Tous les versements ont été suspendus dans l'attente d'un examen juridique. Un autre message a suivi quelques minutes plus tard, de l'agent immobilier de l'acheteur. Veuillez nous contacter immédiatement pour clarifier la structure de propriété. Notre client est extrêmement préoccupé. J'ai pris une longue gorgée de café et actualisé la boîte de réception de Destiny. Un nouveau sujet était apparu. Aidez-moi, je perds le contrôle du mariage. Elle n'avait encore aucune idée à quel point cela allait empirer. Je ne prenais pas plaisir à voir les choses s'effondrer, pas comme Brun l'aurait fait si les rôles avaient été inversés. Mais il y avait une satisfaction brutale, discrète, à laisser la cause rencontrer enfin ses conséquences. Ils avaient agi sans demander, sans vérifier, sans jamais imaginer que je pourrais ne pas me laisser faire. Maintenant, l'argent était bloqué, le planning détruit, et chaque appel qu'ils passaient rebondissait contre le même mur. Mon silence. Je fermais tous les onglets sauf le statut en direct de l'ordonnance restrictive. L'active, était-il écrit. Nathalie envoya un message, ils vont le sentir dès demain matin. Je ne répondis pas. Je regardais simplement. L'appel arriva peu après minuit. Je ne reconnus pas le numéro, mais je répondis quand même. Une partie de moi voulait entendre jusqu'où ils étaient tombés. Léona. La voix de ma mère était presque méconnaissable. Chérie, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je ne dis rien. La voix de mon père suivit, fragile, mais tentant encore de paraître calme. On a juste besoin de parler. Il y a eu une confusion. Quelque chose avec la banque. Tu veux dire l'enquête pour fraude, dis-je. Cette confusion-là? Un silence s'installa. Léona, on ne savait pas, murmura ma mère. On pensait que... Que quoi?
Ma voix ne monta pas. Ce n'était pas nécessaire. Que la maison était juste là, attendant que tu la vendes. Que tu t'estimais propriétaire de quelque chose que tu n'avais jamais gagné. Vous aviez de l'argent, dis-je, coupant court. Tu crois que ces 800 $ par mois pendant 4 ans venaient d'où? J'ai payé votre prêt immobilier. Vos cartes de crédit, les mensualités de la voiture, la moitié des frais de scolarité de Brun. Encore du silence. Je pensais que ça venait d'un parent, murmura mon père. C'est le cas, dis-je. Celui que vous avez élevé. Celui à qui vous avez appris à être utile, par être aimé. Ma mère se mit à pleurer, des sanglots bruyants, entrecoupés de hoquets. On ne savait pas que c'était toi. Non, vous ne vouliez pas savoir. Parce que si vous saviez, il aurait fallu vous sentir coupable de voir à quel point c'était facile de tout prendre. On essayait juste de garder la tête hors de l'eau, dit mon père. Tu t'en sors tellement bien, et c'est pour ça que vous pensiez que je ne remarquerais pas que vous m'aviez volé. Ne dis pas ça, pleura ma mère. On est une famille. Non, dis-je doucement. Vous n'avez pas élevé une fille. Vous avez élevé un filet de sécurité. Il n'y eut pas de cri de l'autre côté. Plus d'excuses à offrir. J'étais votre ange gardien, dis-je. Et vous lui avez volé. Je raccrochai non pas par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mon téléphone se ralluma quelques secondes plus tard. Je l'éteignis et restai assise dans le noir, le seul son dans la pièce étant ma propre respiration. Ils n'appelaient pas pour arranger les choses. Ils appelaient parce qu'ils venaient enfin de réaliser ce que cela signifiait de me perdre. Le titre tomba dans les actualités locales 2 jours avant l'audience. La famille de la mariée accusée de fraude immobilière pour financer un mariage à 120 000 $. Je ne l'ai pas divulgué, mais je ne l'ai pas empêché non plus. Destiny, la planificatrice, fit une déclaration à la presse en larmes, furieuse. Elle dit qu'elle avait été trompée, qu'elle se retrouvait avec des milliers de pertes auprès des prestataires et une réputation ruinée. Les commentaires étaient brutaux. La sympathie n'allait pas à brin. Au tribunal, le procureur présenta toutes les signatures falsifiées, la vente illégale, la trace financière remontant à Wexmont Holdings. On m'appela à la barre en premier. Je parlais avec calme. Sans larmes, sans vengeance, seulement des chiffres, des dates et des reçus. Mes parents étaient assis à la table de la défense, raides et pâles. Leur avocat ne dit pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Puis Brun monta à la barre. Elle ne tint pas 3 minutes avant de perdre le contrôle. Elle est jalouse, cria-t-elle en me pointant du doigt. Elle a toujours été jalouse. Elle ne supportait pas que ce soit enfin mon tour d'être heureuse. Mademoiselle Wexler, avertit le juge. Elle ne veut pas de famille. Elle veut juste tout détruire. La sécurité bougeait déjà avant que le juge ne donne l'ordre. Ils l'escortèrent dehors alors qu'elle renversait sa chaise. La salle redevint silencieuse. Le juge se tourna vers mes parents. Monsieur et Madame Wexler, vous n'avez pas seulement enfreint la loi. Vous avez trahi la confiance. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas prévenu. Vous avez falsifié la signature de votre fille et traité sa propriété comme un distributeur familial. Les lèvres de maman tremblaient. Papa fixait simplement le sol. Quand vous avez falsifié sa signature, dit le juge froidement, vous avez perdu le droit de vous appeler sa famille. Le marteau s'abattit. Des accusations furent déposées. La sentence suivrait. Dehors, les caméras attendaient. Je ne dis rien. Je continuais simplement à marcher devant les journalistes, les flashs, les marches du tribunal. Je ne me sentais pas victorieuse, mais je me sentais en paix. La maison du lac avait exactement la même apparence. Les mêmes volets blancs écaillés, la même marche grinçante du porche, les mêmes carillons que ma mère avait achetés un jour sur le bord de la route et oubliés le lendemain. Mais elles ne me semblaient plus miennes. Je parcourus chaque pièce lentement. Les meubles étaient exactement comme je les avais laissés, intacts, intouchés. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Ça sentait les souvenirs, pas le foyer. Chaque recoin contenait un fantôme de quelque chose qui m'avait autrefois réconforté. Maintenant, cela me rappelait seulement à quel point le réconfort peut être utilisé contre vous. Je m'arrêtai près de la bibliothèque, les doigts effleurant la reliure d'un roman que j'avais relu pendant un long congé d'hiver. Je rêvais autrefois dans cette maison, j'y faisais des projets, j'y respirais librement. Puis je pensais à l'appel, celui où l'on m'avait dit qu'elle avait été vendue, comme si elle n'avait jamais compté. Je m'assis au bord du lit et regardai le lac, calme comme du verre. C'était mon sanctuaire,
ma preuve que je pouvais construire quelque chose sans eux. Désormais, ce n'était plus qu'une boîte remplie des projections de quelqu'un d'autre. Je me levai, sortis le trousseau de clés de ma poche, et retournai à la cuisine. Il n'y eut aucun geste dramatique, aucun claquement de porte. Je déposai simplement les clés sur le comptoir, une sortie discrète d'un lieu qui n'avait plus besoin de moi, et dont je n'avais plus besoin non plus. Je refermai la porte derrière moi et ne me retournai pas. De retour à Boston, je m'assis par terre dans mon appartement et ouvris mes contacts. Un par un, je les supprimai. Maman, papa, Brun, tous les cousins qui m'avaient envoyé des messages culpabilisants sur l'importance de garder la famille unie. Ça ne faisait pas mal. C'était comme faire le ménage. Puis j'ouvris un nouveau compte dans une petite coopérative de crédit inaccessible à quiconque de mon passé. Aucune procuration partagée, aucun virement automatique. Rien qu'à moi. Quand l'appel est arrivé, j'ai presque laissé aller sur la messagerie. Mais j'ai décroché. Ici le détective Rowe, dit la voix. Je pensais que vous voudriez savoir, votre affaire en a déclenché d'autres. 3 autres adultes ont signalé des abus financiers depuis votre audience. Ils ont vu votre histoire. Pendant un moment, je ne répondis pas. Puis je dis, bien. Parfois, il faut qu'une seule personne accepte de tout faire brûler pour que ça change. Je n'ai pas mis le feu, dis-je. C'est eux. J'ai simplement cessé de les protéger de la fumée. Il fit une pause, me remercia, puis raccrocha. Je fixai l'écran encore un instant, puis l'éteignis. Cette nuit-là, je fis un petit sac. Je ne dis à personne où j'allais. Personne n'avait besoin de savoir. La seule destination qui comptait, c'était un endroit où ils ne pourraient pas me suivre. Au lever du soleil, je montai dans un train en direction du nord. Je n'avais pas d'adresse, juste une idée. Les arbres défilaient flous par la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, je ne calculais pas les besoins de quelqu'un d'autre. Je ne vérifiais pas mon solde pour couvrir les erreurs de quelqu'un d'autre. Le téléphone posé sur mes genoux ne vibra pas une seule fois. Personne ne savait où j'étais. Personne n'attendait rien de moi. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ne ressemblait pas à de l'exil. Il ressemblait à de la liberté.